La remorque à vélo, donc elle s'adapte à tous les vélos. Là, on a la solution de transport de charge, lourde en plus, qui va derrière le vélo, mais devant, on peut adapter plein de tracteurs, nous on appelle ça plein de tracteurs différents. Et on a vraiment cette image de l'attelage, même du poids lourd. En fait. L'idée, c'était même déjà de penser quelque chose à vélo à la main, mais qui n'était pas forcément pour faire de la cyclo-logistique. Mais il y avait aussi le sujet, tu vois, d'usage sur des gros sites, par exemple de construction. Et il y a eu très vite un produit qui s'est lancé comme ça, qui était un chariot que tu utilisais qu'à la main en fait, mais qui te permettait de transporter jusqu'à 250-500 kilos sur des chantiers. On a beaucoup de villes maintenant qui sont bloquées pour des véhicules classiques. Donc la cyclo est venue comme une évidence assez rapidement. Et ce qui m'a tout de suite plu chez Cariol, c'était que c'était pensé presque un peu plus comme de l'automotive que du vélo. Quand tu as 200 machines qui roulent pour le même client, que tu les suis tous les jours, là t'apprends vraiment des choses. On dit pas mal à vélo que tu vois, il n'y a pas de mauvais temps, il y a que du mauvais équipement. Dans les générations qui arrivent sur le marché du travail, il y en a plein, ils ont aucune envie de passer du temps dans les bouchons. Ils sont habitués à utiliser le vélo dans leur vie personnelle, donc ils sont habitués à s'équiper même si il fait pas très beau. Je pense qu'il y a un enjeu dans le secteur pour que on fasse pas que tu vois, des entreprises qui font que de la cyclo et après des entreprises qui font que du camion. Parce que là, ça va créer un déséquilibre, tu vois, de force, parce que c'est les donneurs d'ordre de camions qui vont utiliser les cyclos pour faire du dernier kilomètre. Et ça va faire du dernier kilomètre cheap. Exactement, cheap. C'est hyper important que les États poussent les grosses boîtes qui ont les moyens de faire elles-mêmes de la cyclo, mais c'est ça qui fera passer le marché, je pense, à l'étape d'après. Mesdames et messieurs, bienvenue aux Électrons Libres, l'émission qui fait avancer la mobilité durable partout dans le monde, mais particulièrement au Québec. Et cette semaine, on est toujours à Paris, où on part à la rencontre de Cariol. Cariol qui est une entreprise spécialisée dans la fabrication de remorques pour vélo. Mais c'est pas des remorques comme les autres, en fait, c'est des remorques électrifiées avec un moteur, avec une base solide. Tellement solide que des géants comme Amazon aux États-Unis ont décidé d'en acheter pour leurs opérations de cyclo-logistique en ville. Assez impressionnant. Mais ça va être justement l'occasion de découvrir, pas juste avec vos oreilles, mais aussi avec vos yeux, à quoi ça ressemble une carriole, comment on peut l'utiliser, c'est quoi aussi leur histoire, l'histoire derrière leur aventure. Un petit scoop, c'est parti de deux ingénieurs qui voulaient faire la traversée des États-Unis à vélo. Ouais. Bref, restez là, on y va. Bon matin, Elsa. Merci d'être venu, en fait, de participer au podcast des Électrons Libres. C'est un plaisir de te rencontrer. Elsa, tu es de Cariol, l'entreprise de remorques électrifiées pour la livraison dernier mille, mais aussi d'autres types d'utilisation. Parle-moi donc de ton histoire avec Cariol. Pourquoi t'en es venu chez Cariol, toi, en tant que personne? C'est quoi que t'as amené là? C'est super intéressant parce que moi je viens en plus d'une autre boîte qui s'appelle Zumo qui fait des vélos électriques pour les livreurs auto-entrepreneurs et puis qui faisait aussi plein de solutions de mise à disposition de vélos cargo, toutes marques confondues. On faisait de la maintenance et on proposait des services autour de ces vélos. Et j'ai rencontré Cariol dans le cadre de discussions commerciales dans mon poste précédent. Et je me suis rendu compte très rapidement à exploiter plein de marques différentes de vélos qui avaient un vrai enjeu de fiabilité sur ces solutions-là pour qu'elles puissent durer dans le temps. Parce que aujourd'hui, le monde de la cyclo-logistique, c'est tout nouveau, mais le monde de la logistique, c'est très ancien. Ouais. Et on attend vraiment, les acteurs attendent des véhicules fiables, ils sont habitués à avoir des kangous, des vannes, etc. Et le process autour du service et de la maintenance est très très clair pour tout le monde. Donc il faut qu'on arrive dans la cyclo à arriver à ce niveau de fiabilité et d'assurance, en fait, de réassurance pour les utilisateurs. Et ce qui m'a tout de suite plu chez Cariol, c'était que c'était pensé presque un peu plus comme de l'automotive que du vélo, mais en se disant, mais en fait, il faut être pragmatique. Si on veut faire de la cyclo-logistique à grande échelle, il faut qu'on ait des véhicules qui puissent avoir de la valeur après 3 ans sur le marché, qui puissent être entretenus facilement, qui, s'ils ont un accident, on peut changer
juste une partie du véhicule en bloc sans avoir à changer de véhicule parce que le cadre est flingué. Donc voilà. Et donc il y avait vraiment cette approche, surtout d'un des deux fondateurs qui est ingénieur au départ, qui a vraiment pensé le produit comme ça. Et moi j'ai vu sur des cas d'usage Cariol qui se démarquait vraiment, parce que là où parfois pour un vélo on a besoin d'un technicien pour 80 vélos, pour des carrioles on peut avoir un technicien pour 300 carrioles qui roulent tous les jours sur la route. Donc c'est vraiment un niveau au-dessus en termes de fiabilité. Donc pour moi, rejoindre Cariol, c'était aller dans un chemin où on peut imaginer la cyclo à grande échelle. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'au lieu d'être une petite entreprise qui offre des solutions dans une portée qui est limitée, tu voyais en Cariol une entreprise où qu'on pouvait voir grand. Exactement. En fait, avec vraiment ce truc de se dire, en fait, avec Cariol, on peut vraiment remplacer des vulves. Et on va pas juste développer un nouveau service uniquement pour les tout petits centres-villes. Il faut qu'on ait un outil qui est fiable, qui est industriel et qui peut remplacer les 100 000 vulves qui sont vendues par an en France. Aujourd'hui, c'est ça les échelles. Alors qu'on a, 3000 véhicules qui tournent vraiment tous les jours en France. On est content parce qu'il y a une grosse part, c'est des carrioles. Mais le marché est énorme et aujourd'hui en cyclo, on est loin d'avoir tout fait, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Hey, merci encore une fois d'être présent semaine après semaine ou 2 semaines après 2 semaines pour écouter une émission des Électrons Libres. Si t'es toujours pas abonné, je t'encourage à le faire dès maintenant. Prends ce petit 5 secondes de ton temps pour cliquer sur s'abonner. C'est la meilleure manière de m'encourager. Puis, parle-moi un peu plus du produit comme tel. Chez Cariol, on parle, le nom Cariol, ça nous fait penser un peu à remorque au Québec, en France aussi, je crois. Ça fait appel un peu à la même chose, des remorques électrifiées. Pour le commun des mortels, c'est quoi une remorque à vélo? À quoi ça sert? La remorque à vélo, donc elle s'adapte à tous les vélos. Ça, c'est un gros avantage parce que souvent, chacun a ses préférences. Parfois, on veut un gros vélo, on veut un vélo puissant, on veut un vélo confortable. Là, on a la solution de transport de charge, lourde en plus, qui va derrière le vélo, mais devant, on peut adapter plein de tracteurs, nous on appelle ça plein de tracteurs différents, et on a vraiment cette image de l'attelage même du poids lourd en fait, où on a le tracteur devant qu'on choisit, et après on a la caisse derrière qu'on peut adapter en fonction de l'usage, qu'on peut laisser à un endroit, qu'on peut décharger et ensuite recharger plus tard dans la semaine si c'est plus pratique. Là c'est vraiment pensé un peu comme ces attelages-là, et donc à conduire une remorque carriole avec un vélo devant, c'est quasiment juste faire du vélo, parce que les carrioles elles sont assistées avec des moteurs qui sont dans les roues arrière et avec un système de capteur d'effort au niveau du timon qui fait que qu'on l'utilise à la main ou à vélo, les moteurs sont en fait intelligents et s'adaptent constamment à la puissance dont on a besoin. Donc le ressenti pour l'utilisateur qui fait du vélo, c'est de regarder quand même un peu plus sur les côtés pour être sûr qu'il tape pas un mur, mais sinon il a vraiment la sensation de faire du vélo comme n'importe quel cycliste. Donc c'est très facile d'accès, mais à la fois avec une capacité de charge d'emport qui est vraiment très importante, parce qu'on va jusqu'à 350 kg de charge même en pente avec nos carrioles. Ouais, c'est quand même assez impressionnant là, ce qu'une carriole peut amener, puis dans les pourcentages aussi de pente qu'on peut avoir. Au Québec, notamment, nous, on n'a pas des grands cols comme en France. Justement, je reviens des Alpes. J'ai passé quelques semaines à attaquer les cols, les grands et les petits cols. Puis, nous, on vient ici justement parce qu'on n'a pas ça, l'équivalent. Mais qu'est-ce qu'on a par contre? C'est des petites pentes de 400 mètres, 200 mètres, avec des pourcentages de 22%, on a même du 32% au Québec. C'est rare, mais ça existe. Donc nous, on a besoin de solutions qui est capable de faire un effort rapide, mais intense et court. Ouais, ça c'est un vrai sujet dans la cyclo, parce qu'aujourd'hui nous on a travaillé une réglementation avec les carrioles. Maintenant il y a une norme européenne qui s'appelle la 17860. L'idée c'est qu'on bosse aussi en Amérique du Nord, parce qu'on a des carrioles qui sont à New York. Mais en fait il y a une définition spécifique de la remorque électrique assistée, et qui permet en fait d'avoir un calcul de puissance qu'on donne au vélo. Et c'est ça qui va être mesuré pour limiter potentiellement les accès cyclables ou la réglementation. Mais c'est pas la
puissance des moteurs elle-même, comme sur un vélo classique. Donc en fait, tant qu'on ne pousse pas le vélo, on peut avoir une puissance de couple supérieure sur une carriole que ce qu'on peut avoir sur un vélo classique qui est normalement limité à 250 watts. Donc c'est vraiment ça qui fait la puissance. Et puis après, je pense que le Canada, plus ça va se développer en cyclo-logistique, ça va être les mêmes problématiques que ce qu'on a eu en France dans les dernières années. C'est la partie real estate, parce que évidemment, pour faire de la cyclo-logistique, il faut des zones urbaines de logistique. Et très vite, le plus évident, c'est d'opérer certaines transitions, certaines ruptures de charge dans des parkings. Et donc ces parkings, évidemment, sont en pente. Enfin, il y a une pente pour en sortir. Et donc là, il va y avoir un vrai enjeu d'avoir des solutions qui peuvent sortir de ces parkings, charger et en souterrain et qui puissent ensuite aller livrer. Ça va être le plus pratique dans les cœurs urbains pour pouvoir accéder à des petits espaces, quoi. Ouais, c'est ça. Puis ça reste que vos carrioles, bon, sont hautes en hauteur, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher du volume en hauteur, mais ils sont pas si gros. J'en ai vu justement en m'en venant, c'est très québécois comme manière de dire les choses, mais en me rendant justement à vos bureaux, j'ai vu une carriole par-ci, une carriole par-là, un livreur ici, une livreuse là. C'est quand même assez impressionnant de voir que vos produits sont utilisés par un peu monsieur, madame, tout le monde, des compagnies de livraison. C'est un produit qui est accessible. Donc, on voit que ça peut passer un peu partout, surtout à Paris. Moi, je suis pas habitué de conduire à Paris, puis en vélo, faut vraiment être concentré sur Paris. Ça peut être un sport dangereux faire du vélo à Paris, mais on voit que justement, même une remorque, on peut se promener à Paris puis de manière sécuritaire, puis ça fonctionne bien. On peut se faufiler, c'est agile comme produit, c'est assez impressionnant. Mais en fait, comme tu dis, c'est-à-dire que c'est des modules qui sont un peu impressionnants quand tu les regardes. Donc on monte jusqu'à 1m85 sur les modules de 2 mètres cubes. Mais sur la largeur, on essaie de respecter vraiment cette limite de 1 mètre. Donc en fait, avec une limite de 1 mètre, on passe à peu près toutes les pistes cyclables, même quand c'est pas très accessible. L'avantage aussi de l'attelage, c'est que t'as un rayon de braquage qui est assez long. Parce que quand t'as un seul ensemble, dans les tournants, tu peux être un petit peu limité. Là, ce qui se passe, c'est que t'as l'agilité du vélo. Tu peux tourner à 90%, ça marche. Ouais, ça c'est vrai, je l'ai vu 90 degrés, on peut y aller, puis ça se fait même très bien. J'en ai vu en temps réel. Je pense que je suivais justement quelqu'un qui avait une remorque carriole tout à l'heure, puis on a fait un coin, puis ça allait super bien, super smooth comme produit. J'aimais bien. J'ai envie de revenir un peu aux origines de Carriole. Comment ça a commencé? C'est autour de 2015 que j'ai vu ça, mais c'est ça. En fait, c'est deux amis d'école qui se sont mis sur le projet, un avec un ADN peut-être un peu plus ingénieur, l'autre avec un ADN un peu plus business, et en fait qui se posait la question au départ d'avoir, ils étaient partis en tour du monde en fait au départ dans un projet de tour du monde, et ils se disaient mais ce serait trop bien qu'on parte à vélo et qu'on ait des remorques, mais très vite il y a une question de poids, de difficulté, comment on fait dans les pentes et tout. Et donc ils ont réfléchi à cette idée de dire mais attends, si on avait un capteur de sensibilité qui mesurait constamment la puissance, on pourrait transmettre cette information à des moteurs pour avoir quelque chose de très fluide, très facile à utiliser à la main et à vélo. Et en fait, le tour du monde, je crois, ne s'est même pas fait. Mais ça a lancé l'idée Carriole et c'est comme ça que l'idée est venue. Et d'ailleurs, au départ, c'était presque, donc ça s'appelle Carriole, comme tu dis, ça fait penser à une petite carriole, un chariot, à ce que tu veux. L'idée, c'était même déjà de penser quelque chose à vélo à la main, mais qui était pas forcément pour faire de la cyclo-logistique, parce qu'en 2015, c'était pas du tout aussi développé. Mais il y avait aussi le sujet, tu vois, d'usage sur des gros sites, par exemple de construction. Et il y a eu très vite un produit qui s'est lancé comme ça, qui était un chariot que tu utilisais qu'à la main, en fait, mais qui te permettait de transporter jusqu'à 250-500 kilos sur des chantiers, parce qu'il y avait des vrais problèmes de TMS, d'efforts pour les employés. Et la technologie de base s'est lancée sur un chariot main. Et ensuite, très vite, il y a eu l'essor du début de la cyclo. Nous, on a beaucoup de villes maintenant qui sont bloquées pour des véhicules classiques. Donc, la cyclo est venue comme une évidence assez rapidement. Et là, évidemment, il y avait une technologie qui fonctionnait très bien pour les vélos. Et même en petite avant-première, mais donc l'origine, c'était ça. Mais Nicolas, qui est toujours dans la société, parce que son autre cofondateur, Gilles, ne fait plus partie de l'aventure, lui, il a toujours en tête de se dire mais il faut qu'on arrive à créer des petits véhicules
agiles, qui sont pas lourds et donc qui consomment peu d'énergie parce qu'en fait on essaye de faire des Kangoo électriques, mais un Kangoo électrique très vite il a une autonomie qui est très réduite, il a des options dans son Kangoo, de son chauffage, sa radio, c'est génial, mais tout ça consomme beaucoup d'énergie et donc en fait l'électrique n'est pas aussi performant que du thermique en termes d'énergie donnée pour le même usage. Donc voilà, il a vraiment cette idée depuis le début de se dire il faut qu'on fasse des véhicules qui sont agiles, qui sont remplis à fond, on transporte pas de vide et qui sont légers pour consommer le moins possible d'énergie. Et donc aujourd'hui, on réfléchit même à l'étape d'après de se dire mais comment on pourrait faire aussi des remorques pour des véhicules classiques électriques, se dire mais demain maintenant en France, il y a je ne sais combien de AMI qui se développent mais qui peuvent transporter aucune charge. Demain, on peut imaginer des solutions modulables pour avoir des véhicules individuels quand on transporte juste la personne, mais avoir tu vois une remorque à l'arrière quand tu as besoin de transporter des choses en plus. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'optimiser en fait les cas d'usage de transport parce qu'aujourd'hui, il y a trop de fois, tu vois, là je vois dans la rue un gros camion, je suis sûre que si on l'ouvre, en fait, il est rempli à peut-être 10% avec 2 palettes dedans. Et ça c'est un vrai problème dans les villes et dans une dimension durable, ça peut pas fonctionner quoi. Ah oui, c'est énorme à Montréal, le nombre de cas que j'ai vus. Il ouvre le camion. J'ai une anecdote, je vais la raconter parce que ça vaut la peine d'être raconté à ce moment-ci, c'est juste à point. Je fais venir au bureau une boîte d'une dimension à peu près comme ça. On parle en québécois, on parle de 5 pieds par, je sais pas, 3 pieds. Donc peut-être 1,50 m, quelque chose comme ça de long. C'est pas trop gros. On est sur le boulevard Saint-Laurent, coin Rachel. Et bon, c'est un endroit très urbain, très dense, des tours à bureaux, beaucoup de trafic. Il y a énormément de trafic dans ce coin-là en ville. C'est proche, très très proche du centre-ville. Et j'ai un camion 18 roues qui m'appelle. Boulevard Saint-Laurent, 18 roues. Il bloque le trafic. Il est stationné devant la tour à bureaux et il a seulement mon colis sur le 18 roues au complet. Il dit, ben là, faut que tu fasses vite parce que je suis parqué puis je bloque le trafic. Mais là, je suis comme, comment t'as fait pour... comment c'est arrivé ça? Parce que c'est un scandale, en fait. C'est un scandale. Ce que j'ai vu, ce que je vois, ça n'a aucun sens. Je veux dire, parquer un 18 roues en plein milieu du boulevard Saint-Laurent pour me livrer une boîte de 1 mètre par 50 cm, ça n'a aucun sens. Là. Ça n'a complètement vide le reste. Là. On voit là... Non, j'étais abasourdi, donc... Non, on voit des énormités comme ça, là. Ah, mais ça, c'est sûr. Et même sur les livraisons de colis, de e-commerce, ça, si on y fait un petit peu attention, et ça, c'est dans toutes les villes du monde, on peut regarder dans les vannes et tout, les mecs, c'est bien s'ils ont la place de monter dans le van pour aller chercher leur colis, mais en fait, ils ont pas forcément beaucoup plus de points. Donc, tu vois, donc on utilise des vannes XL, là, des carrioles qui font 2 mètres cubes. On sait à peu près que pour des tournées de type Amazon, ils vont faire entre 30 et 40 points. Pareil, ils travaillent avec des grosses boîtes type Géodis et tout. Nos clients qui sont souvent des prestataires de transport. Et en fait, avec un van classique, ils vont faire maximum 6 points. Mais quand tu regardes le coût, la facilité d'accès, la rapidité dans la ville, même si tu réduis de 20 points, en fait, t'es complètement gagnant. Que ce soit, tu vois, ça fait plus de sens de manière écologique, mais c'est aussi beaucoup plus sensé de manière économique en fait, parce que une carriole, tu vas pas payer tes PV, tu vas pas payer ton énergie, tu vas pouvoir recruter beaucoup plus de monde. Ça c'est un point important à Paris parce que aujourd'hui il y a beaucoup de boîtes logistiques qui ont du mal à recruter des gens avec le permis, tout ça. Aujourd'hui pour faire du vélo, on fait quand même une formation de sécurité, mais on a beaucoup plus de choix en fait pour faire des recrutements aussi de livreurs. Et c'est un gros point sur le marché en ce moment. Donc voilà, il y a une réalité écologique, mais en fait, ceux qui se pensent vraiment sur le sujet, qui font les calculs de coûts et tout ça, ils voient que ça fonctionne, quoi, que ça peut être profitable. Oui, exactement. On le voit aussi à Montréal où, bon, rentrer en ville avec un auto, c'est juste rendu un vrai cauchemar. Moi, je suis très habitué. Donc, un niveau d'habitude énorme, en fait. Rentrer au centre-ville, naviguer au centre-ville en voiture, puis j'ai mes petits trucs. Mais ça reste que pour la plupart des gens, c'est un enfer.
on voit que les chauffeurs aussi, ils ne veulent plus rentrer à Montréal. En fait, ils veulent faire du transport en dehors de la ville, ça va. Mais à Montréal, c'est rendu... On passe notre temps dans le trafic. Le nombre de fois que j'ai été chercher des matériaux dans des usines, sur papier, c'est 30 minutes de voiture. En réalité, j'ai passé 4 heures de ma journée dans le trafic. C'est Mais tu vois, nous, on a fait vraiment des calculs parce que parfois, nous, notre spécialité de Carriole, c'est vraiment d'aller attaquer des gros transporteurs et de dire, on va vous accompagner, vous allez voir que faire de la cyclo-logistique, c'est possible et ça peut être rentable. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par des tournées tests au départ qu'on va faire. Souvent, même, on accompagne leurs livreurs pour, montrer comment ça peut fonctionner. Et on fait, tu vois, sur les mêmes routes, les mêmes points, la vitesse qu'on peut obtenir dans Paris, dans les endroits qui sont vraiment plein de trafic. Et on a la data, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cœur de Paris, un camion en moyenne, il roule à 6 km/h. Avec une Carriole, on est à 17 km/h. Donc en fait, il n'y a pas de doute, quoi. Non, c'est ça. Et on a même la spécificité de Carriole, c'est qu'il y a la cyclo pour la logistique, mais il y a la cyclo aussi pour plein d'autres cas d'usage. Maintenant, on a beaucoup d'artisans aussi. Tu vois, des mecs qui font du dépannage en climatisation, chauffage, qui font du dépannage de serrurerie, des choses comme ça. En fait, ils ne veulent plus utiliser... en fait, soit ils utilisent une autre solution, soit ils ne veulent plus venir en plein cœur de Paris. C'est ça. Et donc ça, c'est un vrai sujet aussi pour les habitants de Paris qui ont besoin parfois de déboucher un évier. Oui. Et donc, maintenant, même dans le cœur de Paris, là, dans le 2e, 3e arrondissement, on a des clients qui sont artisans, et c'est des équipes de 5-10 personnes, pas forcément de très grosses sociétés, et ils ont une carriole pour aller accéder à leurs petits chantiers autour, leurs petits dépannages autour, même parfois pas qu'à vélo, aussi qu'à la main, et parce qu'ils ne peuvent plus rien faire sur ces rues-là qui sont souvent piétonnisées aussi, à Paris ça arrive souvent, pour des événements, il y a des journées piétonnes, des choses comme ça. Donc on pense souvent à la logistique. En fait, il y a aussi tous les services de maintenance, parfois de rénovation. Nous, on livre aussi du gros matériel avec la plateforme du bâtiment directement sur chantier en carriole, parce que c'est un sujet à Paris. Il y a plein d'artisans qui, s'ils n'ont pas de solution, ne veulent plus prendre de chantier, ou alors après les clients finaux se retrouvent avec des prix exorbitants parce que ils peuvent pas se faire livrer la marchandise, parce qu'ils peuvent pas sortir le matériel de chez eux. Donc voilà, c'est un vrai sujet pour plein de secteurs d'activité, quoi. Ouais, nous, on a des entrepreneurs en innovation à Montréal qui commencent à avoir de la difficulté à avoir un budget ticket dans leur comptabilité, parce que justement, nous en Amérique, c'est beaucoup des pick-up, qui rentrent sur les chantiers, ils arrivent avec un gros Ford F-150, leur Dodge Ram, là, puis mais quand on arrive en ville, c'est un autre game, comme on dit, une autre chose. J'ai eu des demandes l'année passée, justement, des gens dans la construction, des entrepreneurs qui m'ont dit, ça pourrait être intéressant, un vélo cargo pour livrer des outils. Des fois, c'est juste un outil spécifique qui manque, une boîte de vis ou des choses comme ça qui manquent, qu'on a besoin. On n'a pas besoin nécessairement d'amener toute la tiraille, là. Intéressant. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur votre parcours maintenant en tant qu'entreprise. Carriole, c'est une équipe de passionnés. Maintenant, vous êtes combien chez Carriole? Là, on est 25 chez Carriole. 25. Mais on a été plus gros. On est monté jusqu'à 45 personnes. Oh, wow. Et je pense que, tu vois, c'est intéressant de l'avoir en tête. On a fait un petit post LinkedIn, là, il y a pas longtemps, qui parlait un peu de ça. La cyclo-logistique, elle a fait quand même un gros bond, au niveau du Covid. Il y a eu une étape où, tout le monde a dû un peu se structurer. Nous, on a eu de la chance parce qu'on a été accompagnés par des investisseurs qui, vraiment, nous ont donné une chance de nous déployer à grande échelle. Parce qu'il y a plusieurs enjeux. D'abord, faut avoir le produit qui fonctionne. Pour avoir le produit qui fonctionne, il faut faire des tests, avoir les premiers produits qui fonctionnent peut-être un petit peu moins bien. Donc il y a de l'itération et il faut du temps en fait pour mettre sur le marché un vélo qui peut résister à un usage de 800 km, 1000 km par mois. C'est pas du tout l'usage d'un vélo B2C pour faire du vélo taf ou pour du loisir, et que c'est le bijou parce que c'est notre hobby et on en prend super soin. Là, faut penser que ça va être des véhicules en cyclo qui va être utilisé par plein d'employés différents. Il n'y a pas le même suivi, un usage intensif de la charge sur les cadres, sur la mécanique, et donc toutes les boîtes fabricantes de solutions cyclo ont eu ces étapes de créer une première solution, se rendre compte qu'en fait l'usage était trop intensif et passer à l'étape
l'étape d'après pour faire quelque chose de plus en plus robuste. Je pense que la bonne idée de Cariol, c'était de partir sur une solution qui était pas trop pensée comme du vélo au départ, mais qui était pensée en sous-ensemble avec des pièces mécaniques très solides. Donc on a gagné un peu de temps en fait sur ces sujets-là. Mais après on a quand même aujourd'hui la version qu'on vend, c'est la génération 6 des Cariol. Donc on vend maintenant depuis 3 ans. Et donc il y a eu toute une étape produit où il a fallu faire nos preuves. Et après aussi donner confiance à des clients peut-être qui ont essayé la génération 4 mais qui vont avoir envie de nous faire confiance pour essayer la 5 et la 6 sans abandonner le produit. Donc premier défi parce que c'est vraiment des outils qui sont tout nouveaux. Deuxième défi, c'est que il y a un défi d'adoption en fait des clients finaux. Les grosses entreprises essaient de s'y mettre un peu toutes. Maintenant, en France, il y a quand même des gros efforts de fait. Mais il y a aussi un peu le biais de, en fait, on va être content quand on a 2 vélos cargo dans notre flotte et qu'on peut communiquer dessus, mais qui passent pas non plus l'étape d'après du volume parce que ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés de formation, de recrutement, de changement, de conduite du changement. Donc tout ça, il faut l'accompagner. Et donc Cariol, on a fait attention dans notre développement de toujours avoir des équipes customer success, qui fait que quand on vendait une Cariol, on vendait pas vraiment que la Cariol. On vendait le service derrière, la maintenance, le dépannage, savoir les aider à recruter des riders qui sont pas des chauffeurs de camion. Ici, on fait des petites formations pour les nouveaux utilisateurs. Voilà, avoir vraiment cette démarche. Et je pense que ça nous a aidé parce qu'on a réussi à faire de la transformation en flotte. Tu vois, on vendait 2 machines, après on vendait 200 machines. On vendait 5 et puis 50. Et ça, ça nous a permis de grossir et ça nous a permis de faire évoluer encore notre produit pour qu'il soit encore plus robuste. Et passer ces caps-là, c'est pas une évidence. Mais je pense que ça a fait l'histoire de Cariol et un peu ses succès. Parce que quand t'as 200 machines qui roulent pour le même client, que tu les suis tous les jours, là t'apprends vraiment des choses et tu vas un peu plus vite dans ton développement. Et après, le dernier point, c'est qu'il y a un sujet aussi d'industrialisation qui est pas simple. On a des coûts aujourd'hui pour un véhicule qui transporte 2 mètres cubes, qui peuvent paraître élevés, c'est-à-dire par rapport à un véhicule classique. Après, on est quand même beaucoup moins cher qu'un véhicule sur la route. Mais voilà, en rapport, tu vois, il y a un vrai sujet. Demain, on arrivera à faire de la cyclo si on arrive à mettre des véhicules qui sont vraiment moins onéreux sur la route. Sauf que on n'est pas une compagnie d'automotive, donc on ne produit pas des milliers et des milliers et des milliers de voitures par mois. Donc pour diminuer nos coûts, au bout d'un moment, il va nous falloir du volume. Voilà, il faut un peu jouer entre ces deux pans-là. Et derrière, si tu veux être bon, faut aussi pouvoir être là quand ton client il veut déployer sa flotte. Et il y a eu beaucoup de boîtes en cyclo qui se retrouvaient avec une première étape qui se passait bien, mais qui n'étaient pas capables en fait de produire 10 machines, 50 machines rapidement. C'est tough. Et donc ça, c'est difficile parce que il y a en plus pendant le Covid, il y a des sujets d'appro sur les pièces vélo. Enfin voilà, ça a été un peu complexe. Cariol, c'est toujours très bien structuré avec un ADN très ingénieur. Je pense qu'il a beaucoup aidé la boîte. À avoir, voilà, on a une usine qui est très structurée. On a été accompagné par Renault pour avoir des lignes d'assemblage qui sont très à la fois très efficaces et très modulables. Tu vois, si demain on ajoute 10 intérimaires sur la ligne, on est capable de produire vraiment beaucoup de Cariol. Donc on est capable d'absorber comme ça des pics. Et à des moments clés où l'enjeu c'était la disponibilité de ces véhicules pour lancer, nous on était capable de produire 10 véhicules en une semaine, ce qui n'était pas du tout le cas de beaucoup de marques. Donc voilà, tu vois, dans l'évolution de la société, je pense qu'il y a eu un produit qui a été pensé vraiment un petit peu différemment et de se dire dès le début comment on va faire pour faire direct quelque chose de très robuste. Deuxièmement, il y a eu l'accompagnement des clients qui a été complètement clé et qui a entre guillemets coûté cher à la société en termes d'équipe parce que ça aujourd'hui, tu vois, ça demande moins d'accompagnement. Les gens ils connaissent la marque, elle est dans la rue, ça donne confiance. Mais au début, il fallait beaucoup de monde pour accompagner les produits. Maintenant, c'est plus fluide. Et puis, il a fallu être efficace dans l'industrialisation sans non plus avoir des coûts démentiels de production. Et je pense que là-dessus, on s'est assez bien démarqué aussi pour pouvoir produire sur des grosses quantités et pas rater le client qui était prêt à déployer, tu vois. Ouais, ce que j'entends de ce que tu dis, on parle de faire une amélioration continue. On parle de pouvoir amener le produit à maturité, mais de le faire en temps réel. C'est-à-dire de déployer des générations, des versions 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accompagner les clients avec une offre complète, c'est-à-dire au niveau de la maintenance, au niveau de l'intégration des produits, au niveau de comment on fait ça de la cyclo-logistique.
même du recrutement. Ça, c'est la première fois que je l'entends, mais c'est intéressant. C'est un vrai sujet, hein. Parce que en fait, il y a des échecs sinon qui ont été vraiment importants, où des sociétés qui font que du camion, tu vois, se disaient, moi j'ai 40 chauffeurs, en fait, je vais mettre 10 véhicules cyclo et je vais prendre mes chauffeurs, je vais les mettre sur des vélos. Impossible. Marche pas. Et ils sont pas habitués à recruter autre chose que des chauffeurs camions. Et donc ça marche pas. Et donc c'est un vrai sujet. Donc, c'est pas le même profil non plus. Chauffeur camion puis j'appelle ça un rider parce qu'à la fin de la journée c'est un rider ou une riders. C'est pas le même profil de personne. Ah non, c'est sûr. Et puis tu vois, t'as quand même un effet de génération. Donc, on le voit après dans les générations qui arrivent sur le marché du travail, il y en a plein. Ils ont aucune envie de passer du temps dans les bouchons, ça les déprime, ils sont contents d'être dehors, ils sont habitués à utiliser le vélo dans leur vie personnelle, donc ils sont habitués à s'équiper même si il fait pas très beau. Voilà, on dit pas mal à vélo que tu vois il y a pas de mauvais temps, il y a que du mauvais équipement. Mais ça quand tu veux le faire entendre à quelqu'un qui a passé 40 ans dans un camion, c'est très difficile. Donc voilà, il y a vraiment de l'accompagnement à faire sur les grosses entreprises qui ont pas en fait les équipes RH qui sont habituées à recruter des riders versus des chauffeurs. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est ça, une offre complète. Puis le dernier élément, c'est l'industrialisation. Je pense que c'est un vrai enjeu si on est capable de suffire à la demande, mais de manière flexible. Si on est capable de justement être flexible par rapport à la demande. C'est pas la première fois que j'entends le groupe Renault se rapprocher d'une compagnie de cyclo-logistique ou un fabricant, que ce soit des remorques ou des produits de micromobilité. Ça me donne un peu à l'oreille qu'il y a certains grands groupes comme Renault qui sont intéressés à aider puis à prendre des parts de marché au niveau de l'industrialisation. C'est intéressant à savoir ça parce que je sais qu'au Québec aussi, j'ai pas le droit de dire des noms, mais je sais qu'il y a des grands groupes qui sont intéressés. Tu vois, ce qu'on observe, c'est que il y a une réalité. Le marché de l'automobile, il est en ralentissement. Toutes les grosses marques aujourd'hui européennes sont en ralentissement. Donc, elles se posent toute la question, on voit bien, de se dire, où est-ce qu'on va mettre nos billes, quoi? Où est-ce qu'on va parier? Où est-ce qu'on va jouer parmi toutes les solutions qui existent? Donc, il y a même des équipes aujourd'hui chez les grands groupes de constructeurs automobiles qui sont dédiés à imaginer la mobilité de demain, à se poser la question de ce que ça va être le véhicule du futur, parce qu'on sent bien que la manière dont on fait les choses aujourd'hui ne peut pas durer sur le long terme. Ça va arrêter. Hein, exactement. Et donc c'est chouette parce que on a du coup des équipes qui creusent les solutions avec nous, qui sont prêtes à aider au développement, qui sont prêtes à donner du conseil, à soutenir, à aussi donner des capacités de production. Nous, ça n'a pas été notre cas parce qu'on a vite trouvé une super solution d'usine dans le sud-ouest, mais ils s'approchent de plus en plus aussi des fabricants de cyclos pour produire pour eux, et ça a du sens puisqu'il y a des usines qui sont de moins en moins utilisées, donc ça a vraiment du sens. Mais on voit que tout le monde se pose la question, que si tu veux, la marche qu'il faut faire est grande pour vraiment transitionner sur des petits véhicules, sur une mobilité nouvelle, mais tout le monde est absolument sûr que l'État aujourd'hui ne peut pas être l'État de demain. Et maintenant, il y a un gros pari à faire, c'est quel sera le véhicule champion pour dans 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a la réponse, mais par contre, on est beaucoup à tester des choses, quoi. Ouais, on est beaucoup à tester des choses, parce que ce que je vois aussi avec l'automobile, c'est que c'est un marché que le prix a augmenté. Puis la demande est restée la même. Donc, il y a une certaine habitude à payer cher, on va dire, pour un véhicule. Aujourd'hui, un véhicule électrique, ça se vend 80 000 au Canada, par exemple, entre 60 et 80 000 C'est incroyable que des gens soient toujours prêts. Moi, j'ai des amis qui en achètent, qui soient toujours prêts à acheter un véhicule. C'est un véhicule, on parle pas c'est pas de maison. C'est un véhicule, on est prêt à mettre cet argent-là. J'ai l'impression qu'en cyclo-logistique, les gens sont pas prêts à faire. On parle même pas de 20 000 puis les gens sont pas prêts à faire ce pas-là. C'est changement de mentalité qui doit être fait. Hein. Ouais, il y a un vrai sujet là-dessus. Et après, nous, par exemple, on fait du frigorifique aussi actif. Et là, ça fait quand même réagir. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux électrifier un Kangoo en électrique, tu vas arriver à 35 000 euros minimum sans l'aménagement du groupe froid. Donc c'est vraiment hyper cher. Et pour des tout petits volumes. Donc en frigorifique, des gros camions qui roulent, enfin même pas des très gros camions, des 20 mètres cubes, des 12 mètres cubes, tu passes des barrières de 60 000 euros très rapidement pour des camions de base. Donc
on voit bien que dans l'électrique, quand on veut transporter du poids, parce que c'est le sujet, parce que le frigo, il faut l'alimenter et il est lourd, là, ça marche. Enfin, ils se disent, ok, par rapport à mes véhicules même électriques classiques, ça marche plus du tout. C'est une niche dans le frigorifique par rapport justement au prix. Ça va beaucoup plus vite. En fait, ça va beaucoup plus vite. Nous, c'est le driver de notre croissance en 2024. C'est les frigos, parce que déjà, ça se réchauffe, donc ça c'est un vrai point. C'est vrai. C'est-à-dire que il y a de la crainte, tu vois, l'été. Maintenant, quand à Paris il fait 40 degrés, les gens s'inquiètent sur les denrées alimentaires. Parce que tu as des solutions en froid passif qui marchent très bien, mais ça inquiète les clients B2B, pour les restaurateurs et tout ça, ils préfèrent faire du froid actif. Et donc ça, Cariole, c'est un truc où on est très bon parce que on peut transporter du poids et de la charge. Et donc toujours pareil, on en revient que en cyclo, tu peux pas mettre énormément de charge, sauf qu'un groupe froid, ça pèse très lourd. Donc nous, c'est un de nos best-sellers aujourd'hui, le frigo. Ok, intéressant. Une petite dernière question pour toi. Et pour nos auditeurs, auditrices, est-ce qu'il y a du cash à faire, de l'argent à faire en micromobilité ou mobilité douce, comme on dirait pas? Je pense que il faut le faire bien. Et donc ma réponse, elle est un peu nuancée, c'est-à-dire que je suis persuadée que on peut avoir des modèles rentables, que il faut que tous les fabricants arrivent à améliorer leur capacité de production pour avoir des marges aussi très intéressantes, parce que demain il va y avoir une question d'avoir des réseaux de distributeurs, des choses comme ça comme dans l'automobile, mais il va falloir réussir à répartir la valeur sur tous ces acteurs. Nous, je trouve qu'on touche du doigt un modèle qui fonctionne, tu vois, où on est opérationnellement viable, rentable. Donc, c'est vraiment possible. Après, il y a un peu un biais, je trouve, aujourd'hui, dans les grosses entreprises de transport, c'est que elles veulent faire de la cyclo, mais sans aucun inconvénient. Je clarifie un petit peu, tu vois, la démarche un peu dans la tête parfois de certains clients qu'on essaie de rappeler à l'ordre comme on peut, c'est de dire mais le mec fait du vélo donc il conduit pas un camion, je vais pouvoir le payer moins cher parce qu'il a pas de permis. Et donc là tu détruis de la valeur en fait. Tu détruis de la valeur en passant en cyclo. Donc voilà, on a tous un peu un job pour que cette industrie soit rentable, qu'elle génère du cash, que des investisseurs aient envie d'aller dedans. Il faut que ça reste un business qui est pas précarisant, mais qui est plutôt structurant. Ouais. Et donc tout ce qu'on sait faire en logistique de bien dans les camions, faut qu'on le fasse bien aussi en cyclo. Et ça part beaucoup des gros donneurs d'ordre qui mettent dans leurs appels d'offres oui, je veux que on fasse 20% de mes livraisons à vélo. Ça veut pas dire faire 20% de mes livraisons 2 fois moins cher. Voilà, donc il y a un peu, tu vois, ce biais, je trouve, qui s'est installé et auquel il faut qu'on fasse très attention tous collectivement, parce que c'est pas l'idée et que en fait un rider vélo, il fait son travail comme tout le monde et il mérite le même salaire qu'un rider, qu'un utilisateur camion. Je dirais même en plein hiver peut-être un peu plus, tu vois. Et voilà, le véhicule coûte moins cher, il va plus vite. Il faut pas détruire la valeur dans le process. Ouais. J'avais cette réflexion-là. Comment faire pour avoir des salaires intéressants pour les riders honnêtes, juste, tout en en faisant que la compagnie soit rentable. Il y a quelques petites stratégies que je suis en train de réfléchir pour le Québec. Puis je pense que ça pourrait fonctionner. Je me suis informé un peu auprès de clients, des analyses tentatives, ça n'existe pas. Mais il y a certaines manières de faire qui, je pense, pourraient permettre de mieux payer les riders, mais certainement, c'est un réflexe de dire à vélo, ça va coûter moins cher. Puisqu'on voit maintenant, si on analyse juste le coût de la livraison, les gens, malheureusement, ou heureusement, se sont habitués à des coûts qui ne font pas de sens. En fait, ils pensent que c'est gratuit quand c'est pas gratuit. Donc ça, c'est un changement de mentalité. Il faut éclairer les gens à dire, le coût de livraison, vous le payez. C'est sûr à 100%. Il y a personne qui travaille pour rien. Il y a personne qui fait des choses gratuites. C'est sûr que vous le payez. C'est juste, vous le voyez pas, mais voici les vrais coûts. C'est un peu comme quand je travaillais dans le monde de l'Internet. Les gens pensaient que l'Internet, ça coûtait tant. Puis quand on faisait le découpage des coûts là, au microscope, on disait aux clients, voici le vrai coût d'avoir une ligne Internet au Canada parce qu'on a des entendus énormes, puis faire des lignes, ça coûte cher, ça coûte des millions. Voici le vrai coût. Puis quand les gens le voient, mais des fois, ça allume des cloches de faire « Ah! »
Ouais, non, mais il faut vraiment qu'il y ait une conscience générale sur le sujet. En fait, quand tu fais ton analyse héroïste en tant que boîte de logistique, même le coût du véhicule, il est très faible par rapport au coût de l'humain. Oui. Donc voilà, faut pas tout mélanger. Et même si tu gagnes une partie parce que tu dépenses moins sur la partie vélo, bah après ton humain que tu payes à l'heure, tu le payes toujours à l'heure. Donc ça, il faut pas faire trop de raccourcis, quoi. Et sur ce point-là, je pense que il y a une problématique sur les grosses boîtes. Il y a eu un effet un peu qu'un vélo, quand tu l'achètes neuf, ça te coûte moins cher qu'un camion. Donc t'as plein de petites boîtes qui se sont lancées, qui étaient pas forcément très structurées, qui étaient pas forcément aussi organisées, et qui se sont mis à faire de la logistique pour d'autres prestataires en sous-traitance avec des vélos, et qui ont mis aussi rapidement des prix moins élevés pour récupérer des marchés. Mais sans trop anticiper après le coût d'une structure, quand ça allait se développer, etc. Et à l'inverse, si tous les gros acteurs refusent de faire en direct de la cyclo, mais font que de la sous-traitance tout le temps, ils vont repousser sur des petits acteurs qui sont pas forcément structurés, et ils vont essayer de les tirer sur le prix. Donc je pense qu'il y a un enjeu dans le secteur pour que on fasse pas que tu vois, des entreprises qui font que de la cyclo, et après des entreprises qui font que du camion. Parce que là, ça va créer un déséquilibre, tu vois, de force, parce que c'est les donneurs d'ordre camions qui vont utiliser les cyclos pour faire du dernier kilomètre. Et ça va faire du dernier kilomètre cheap. Exactement, cheap. Et donc c'est hyper important que les États et que le système en général poussent les grosses boîtes qui ont les moyens de faire elles-mêmes de la cyclo, de se poser des questions, de faire améliorer les choses, de rendre le marché de plus en plus sécurisé pour les riders. Voilà, tu vois, ça va faire la différence. C'est se dire, en fait, ceux qui font du VUL aujourd'hui doivent mettre un pied à l'étrier. Ils vont jamais transitionner toute leur flotte. Mais c'est ça qui fera passer le marché, je pense, à l'étape d'après. Excellent. Elsa, merci beaucoup pour l'entretien aujourd'hui. Merci à toi, c'était super intéressant. On vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur Carriole, vous pouvez vous rendre sur leur site web. Vous pouvez aller voir aussi sur LinkedIn pour en savoir plus sur leurs merveilleux produits. Puis aussi voir leur gamme de produits, parce qu'ils ont plein de produits différents qui pourraient être utiles aussi pour le Québec, l'Amérique du Nord. Sont déjà installés aux États-Unis avec comme client Amazon. Donc on voit que c'est un produit intéressant même pour les plus grandes entreprises. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez quoi faire. Cliquez sur le petit bouton s'abonner. Puis si vous êtes déjà abonné, you know what? Vous pouvez partager l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, les autres épisodes, partagez-les. C'est le fun, c'est gratuit. Puis moi, ça m'encourage. Si vous voulez en savoir plus sur Carriole, je vous invite à vous rendre directement sur leur site web ou sinon sur le LinkedIn. Puis si vous passez à Paris, faites un coucou. C'est du bon monde. Ils sont toujours contents de rencontrer de nouvelles personnes qui sont passionnées aussi de la mobilité durable. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de l'émission Les Électrons Libres.